J'ai grandi avec on n'a pas le droit à l'erreur, quand quelque chose tourne mal, c'est ma faute, et des accès de rage. Et la rage, c'est imprévisible, c'est très abusif pour les enfants. Un enfant qui vit dans un environnement comme ça ne peut rien absorber d'autre que « je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvaise ». Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre épisode sur la honte toxique et on est toujours dans notre série Les conséquences du trauma. Dans la première partie, on avait vu la honte dans les 3 types de traumas, la différence entre honte saine et honte toxique. On a vu aussi comment la honte se transmet de génération en génération dans les familles. On a vu comment elle se cristallise aux différents stades de développement de l'enfant. Et on a parlé aussi de l'inversion que fait l'enfant qui grandit dans un environnement chaotique, abusif et qui plus tard, cette inversion qui donne des identifications basées sur la honte plus tard dans la vie. Donc on a vu tout ça dans la première partie. Et maintenant la question, comment la honte saine se transforme-t-elle en honte toxique ? Et John Bradshaw nous dit, c'est générationnel. On a commencé à le voir, cette honte qui se transmet dans les familles. Et il nous dit, une fois que vous avez été victime de honte toxique, vous entrez dans le secret. Ça, c'est aussi les secrets, le secret dans les familles. Mais le secret, ce qu'il veut dire par là, il dit c'est comme s'il y avait un chasseur derrière votre épaule en permanence. Ils vont découvrir qui je suis vraiment. Ils vont découvrir que je ne suis pas aussi doué, brillant, X, Y, Z, etc. Et ça fait vivre avec énormément d'anxiété. Et ça peut nous faire nous cacher aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de « j'ai peur d'être découvert ». J'évite le regard des autres. Dans la honte, je veux pas être vue. John Bradshaw, il nous dit la honte, elle commence à prendre place quand on te crie dessus alors que tu avais confiance en la personne. En l'occurrence, en ton parent. Pour qu'il y ait de la honte, il faut qu'il y ait de la confiance. Je me fiche de ce qu'un étranger me dit, mais je me fiche beaucoup moins de ce qu'une personne proche de moi me dit. Et pour l'enfant, le raccourci, il est très rapide. Je dois avoir fait quelque chose de mal, je suis une mauvaise personne. Moi, dans mon enfance, des exemples comme ça, j'en ai des dizaines. Quand je renversais un verre, quand je tombais dans les escaliers, quand quelque chose se passait pas comme prévu, c'était toujours des cris, de la rage, et c'était toujours de ma faute, de notre faute avec ma sœur. Et aujourd'hui, je sais que la rage, pour mon père, en l'occurrence, c'était la seule façon de sortir de ce rôle de l'homme gentil qu'il avait endossé, de dire les choses qui lui convenaient pas, de dire quand c'était trop pour lui, d'exprimer toute cette colère, en fait, accumulée en lui de cette marcher sur les pieds. De cette laisser marcher sur les pieds, pardon. D'avoir pas su dire non, en fait. Et je sais que pour l'immense partie, c'était pas de sa faute. Et encore une fois, ce que je disais dans la première partie est très important, il a la pleine responsabilité de ses comportements. Je redis ça parce que c'est vraiment important. Tu peux reconnaître que c'était pas entièrement de la faute de tes parents, parce qu'ils ont leur propre bagage, leurs circonstances de vie, etc. Tout ce qui a été trop pour eux, leur traumatisme, tout ce qui est resté coincé dans leur système nerveux autonome. Et ils sont adultes. Et ils ont l'entière responsabilité de leur comportement et de leur manquement. Donc j'ai grandi avec on n'a pas le droit à l'erreur. Quand quelque chose tourne mal, c'est ma faute. Et des accès de rage. Et la rage, c'est imprévisible, c'est très abusif pour les enfants. Un enfant qui vit dans un environnement comme ça ne peut rien absorber d'autre que « je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvaise ». Et toujours sur le sujet de ce qu'on a intégré de nos parents, ce qui nous a été modelé, si on prend l'antidote à la honte qui serait la fierté saine, dit autrement aussi l'amour de soi en fait, c'est très difficile d'apprendre à quelqu'un à s'aimer si on ne le vit pas soi-même. Les parents, ils doivent nous montrer, ils doivent nous modeler cet amour de soi, idéalement. Et pour la plupart d'entre nous, on n'a pas vu ça quand on était enfant. Qui avait des parents
qui avaient des limites fermes et saines en place, qui prenaient des moments pour eux, pour prendre vraiment soin d'eux. Et je parle pas de la vanité ici, hein, mais du vrai self-care, du respect de ses besoins profonds. Personnellement, chez moi, il n'y avait pas du tout ça. Mon père, il était dans le compromis, ma mère, elle était dans le sacrifice. Aucun des deux n'était jamais pleinement satisfait avec leur rythme, avec la façon dont les choses se déroulaient, les choix qu'ils faisaient. Et avoir un tel modèle, ou plutôt avoir une absence de modèle sain d'amour de soi, ça participe à une certaine désorientation, en fait, à la désorientation qui vient quand on commence à guérir aussi de la honte toxique. C'est vraiment moi ce que j'ai vécu quand j'ai commencé à relâcher des morceaux de honte toxique et que doucement, voilà, très doucement, il y a commencé à y avoir de la place pour mes besoins, mes envies, qu'est-ce que je veux faire vraiment. Je savais pas par où commencer, je savais même pas quoi faire en fait. Et donc, je retournais dans mes stratégies d'adaptation au début parce que j'étais désemparée. Je sentais qu'il y avait autre chose en moi de naissant, quelque chose en moi qui avait envie de faire pas pareil que d'habitude, de faire différemment, mais je savais absolument pas comment donner vie à ces élans-là. Et donc, moi, je me remettais à travailler non-stop. Ça, c'était ma principale stratégie d'adaptation. Et aujourd'hui encore, si je suis très dérégulée, ça va être encore ma principale stratégie d'adaptation. Et ce que je veux dire là-dessus, c'est que cette désorientation, elle est normale. Et si tu es sur ce chemin d'être en train de guérir de la honte toxique et que tu sens que voilà, y a des choses profondes, des besoins profonds qui aimeraient être remplis, mais je sais pas trop comment faire. Puis ça veut dire quoi finalement s'aimer? Comment on fait pour se donner cet amour de soi, pour s'autoriser à être dans la fierté saine? Et voilà, t'es un peu désemparé, désorienté, c'est totalement normal. Je t'invite à te donner le temps, je t'invite à gagner en clarté sur tes ressources et puis voilà, faire vraiment moi j'ai fait du trials and errors, hein. J'ai essayé des choses qui étaient bien, j'ai essayé des choses qui étaient moins bien et puis avec le temps on commence à trouver finalement qu'est-ce qui a besoin profondément d'être nourri à l'intérieur de nous, parce que ça revient à aller chercher qui on est vraiment, si on va vraiment profondément dans ce processus-là. Et oui, ça prend un peu de temps. Et à un moment donné, on arrive à découvrir ces endroits et c'est très beau. Le jeu en vaut la chandelle. Donc pour résumer, comment est-ce qu'on devient ancré dans la honte, enraciné, prisonnier de la honte, a shame-based person, hein, comme dit John Bradshaw en anglais. Donc il y a cette modélisation basée sur la honte. On a vu nos propres parents être en proie à leur honte toxique et avoir les comportements qui vont avec. Toute forme d'abandon, je consacre du temps à ce que j'aime, donc l'enfant qui voit qu'on lui consacre pas de temps, je suis pas digne d'être aimé. Toute forme d'abus physique, émotionnel, et le perfectionnisme. Pas le droit à l'erreur, on doit toujours marcher sur des œufs, peut-être on se fait comparer, etc. En tout cas, pas le droit à l'erreur qui donne, comme dit John Bradshaw, une vie sans grâce. Je vais faire le lien un petit peu maintenant entre la honte toxique et les parts de nous. Une fois que cette honte toxique, elle est à l'intérieur de toi, tu dois altérer ton humeur, anesthésier tes émotions, parce que c'est juste trop douloureux à l'intérieur. Et c'est là où les parts protectrices de nous, elles entrent en jeu. Ou ces parts protectrices qui arrivent et qui disent plus jamais ça, et elles font tout pour qu'on ressente plus jamais cette honte qui est mordante, qui est mortifiante, qui est douloureuse. Et ici, je voudrais parler spécifiquement d'une part protectrice qui est la critique intérieure. Parce que c'est pas super intuitif, même qu'elle soit classée dans les parts protectrices, on va dire, j'aime pas trop le mot classée, mais voilà, qu'elle soit une part protectrice. Souvent, c'est une part qui est très active. Quand il y a des parts qui portent de la honte, il y a cette dynamique, hein, la part qui critique et puis les parts qui ont honte, qui croient notre critique intérieure. Donc ça peut être un endroit assez inconfortable, hein. Donc, je disais, c'est contre-intuitif qu'elle soit une part protectrice, mais pour elle, en fait, pour cette critique intérieure, te critiquer, c'est une façon de te faire avancer, de te faire bouger, et donc de continuer à mettre en place ce qui fonctionne pour cacher cette honte toxique. Pour cacher, alors, au vu des autres, au vu du monde, et pour que toi, tu la ressentes pas, pour la garder vraiment exilée, loin, à l'intérieur de toi. Alors ça peut être travailler encore plus sur une présentation au travail pour que tout soit parfait, ça peut être perdre encore quelques kilos, ça peut être passer plus de temps à la salle de bain pour soigner son apparence, etc., etc. Souvent, quand on y pense, on n'est pas critiqué ou jugé par les autres, mais bien par nous-mêmes en premier.
Et c'est là où c'est peut-être contre-intuitif, parce que ces parts de nous, y compris celles qui nous jugent et nous critiquent, elles ont de bonnes intentions pour nous. C'est des parts qui voient pas comment faire autrement. Quand on était petit, quand on a grandi, on était jugé, critiqué, donc ces parts, elles perpétuent ça à l'intérieur de nous. Ces stratégies, elles ont bien dû les adopter quelque part. Elles reproduisent les stratégies auxquelles elles ont assisté dans le foyer où on a grandi. Elles voient pas d'autres moyens de nous faire avancer, de nous faire performer, pour que personne se rende compte qu'on est un mauvais morceau de viande, qu'on est une pomme pourrie. Et ces parts protectrices, elles vont mettre en place toutes sortes de stratégies. Ça peut être le perfectionnisme, ça peut être travailler tout le temps, ce que je disais tout à l'heure avec moi, l'obsession de l'ordre, de la propreté. Alors moi, j'avais un grand truc, beaucoup moins maintenant, c'est rigolo, ça c'est des choses comme on n'y fait pas attention, puis en fait, avec le travail, ça change tout seul, en fait. J'avais un vrai truc avec la maison, je supportais pas que quelqu'un entre chez moi et que la maison soit pas... Mais c'était même pas rangé et nettoyé, c'était... je sais pas si on peut dire d'une maison qu'elle est tirée à 4 épingles, mais c'est vraiment ça, et ça venait vraiment de là. On ne veut surtout qu'il n'y ait rien qui dépasse. Et voilà, d'autres stratégies de part de nous, ça peut être la critique, le blâme, le mépris, le fait d'être condescendant, le besoin d'être toujours le meilleur, de gagner, l'obsession de la performance, le fait de vouloir sauver les autres aussi, ça va nous faire nous sentir, nous donner cette fierté, mais qui est pas saine, qui est juste là pour masquer la honte. Tout ça, c'est les parts de nous, des parts protectrices. Et ça, c'est des parts qui utilisent le contrôle, c'est des parts qui sont proactives, qui agissent en amont. C'est celles qui, gardent bien loin la honte. Et puis, quand ces parts-là, qu'on appelle les managers, elles n'y arrivent plus, et que peut-être, il y a une situation qui nous submerge, et puis on finit par ressentir de la honte, malgré tous leurs efforts, il y a un autre type de parts qui prend le relais, qui sont des parts protectrices aussi. On les appelle les pompiers, et eux, c'est des parts qui vont utiliser tout ce qu'elles ont pour nous anesthésier. Donc là, ça va être les addictions, ça peut être l'alcool, ça peut être l'alimentation émotionnelle pour surtout anesthésier mes émotions, les distractions, tout ce qui va me permettre de plus sentir, de me dissocier. Les pompiers, c'est des parts qui portent très bien leur nom, elles viennent et elles éteignent le feu à tout prix, peu importe les conséquences. Les personnes qui ont des parts pompiers très actifs de l'extérieur, ça peut apparaître comme des personnes qui n'ont pas beaucoup de volonté, ou qui se laissent facilement distraire, ou qui sont imprévisibles, qui n'ont pas de maîtrise d'elles-mêmes, parce que les parts pompiers, c'est des parts qui vont souvent utiliser les addictions, des substances, de l'alcool, ça peut être le tabac, etc., le sucre même, pour nous anesthésier. Donc il peut y avoir de l'extérieur, ça peut sembler ça. Et c'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste « j'ai pas de volonté ». Et j'adore l'éclairage de John Bradshaw ici là-dessus, il est superbe. Il nous dit que ce qui est à la base de ce cycle contrôle-relâchement, donc contrôle par les parts managers et relâchement avec les parts pompiers, c'est la honte toxique. Et peut-être qu'en m'écoutant, tu te reconnais dans ce schéma de soit tout, soit rien. Soit je fume, soit j'arrête complètement. Je peux pas prendre une cigarette de temps en temps pour le plaisir dans un contexte social. Soit je suis au régime hyper strict, soit je mange n'importe quoi. Soit je vais à la salle de sport 6 fois par semaine, soit j'abandonne et je suis juste dans mon canapé. Pourquoi ? Parce que quand on est dans ces schémas-là, ce schéma-là de contrôle-relâchement, on est ballotté entre nos parts managers et nos parts pompiers. Quand les premiers y arrivent plus, quand les parts managers elles y arrivent plus, c'est les parts pompiers qui prennent le relais. C'est pas que t'as pas de volonté, c'est pas que t'es plus faible qu'un autre, c'est pas que rien ne marche pour toi, c'est que t'es dans cette alternance-là, et cette alternance-là, elle trouve sa racine dans la honte toxique. Et ce qui se produit et qui est magnifique quand on fait le travail avec nos parts, qui est une partie importante de ce qu'on fait dans mon programme Arise, c'est qu'on peut vraiment apprendre à mieux les connaître, ces parts de nous, commencer à sentir ce qui est à l'œuvre, enquêter et arriver vraiment à cette connaissance, à savoir quelle est l'intention de chaque part, de quoi chaque part a besoin, ce qui va l'activer, ce qui lui permet de se sentir bien. Et donc, on arrive à une clarté et à une connaissance de notre système juste incroyable. Et ça permet de sortir de l'impuissance, de la honte, du désespoir dans lesquels nous emmènent en fait ces cycles de soit tout, soit rien. Et puis la deuxième chose que ça permet, c'est que ces parts, puisqu'elles se sentent comprises, soutenues, qu'elles sentent ta présence quand tu viens au contact des parts à l'intérieur de toi, si tu peux vraiment te mettre à l'écoute de leurs besoins, commencer à collaborer avec elles, elles n'ont plus besoin d'être aussi intenses. Quelqu'un qu'on écoute, il n'a pas besoin de crier. C'est simple. Okay. Donc, et à toi, ça te donne quoi ? Ça te permet vraiment de récupérer le choix,
l'espace pour choisir quelque chose qui réponde à tes besoins profonds et qui est vraiment durable pour toi, sans plus avoir besoin d'être dans la rigidité totale ou dans le relâchement total. Donc là, en parlant des parts protectrices, j'espère que tu peux voir qu'elles ont une fonction, ces parts protectrices, celle de protéger les parts de toi qui portent tellement de ondes toxiques qu'elles étouffent, qu'elles sont en souffrance, en fait, ces parts. Et ça, c'est l'étape d'après. Aller à la rencontre de ces parts en souffrance, qu'on appelle les parts exilées, pour leur amener du réconfort, du soutien, une présence. Et tant que ces parts exilées, elles ne sont pas guéries, on ne peut pas lâcher prise. J'aime pas trop cette expression, mais on ne peut pas revenir dans l'être, en fait. On reste dans le faire. Le faire, c'est les parts protectrices. Hein. On va s'agiter dans tous les sens pour surtout pas ressentir à l'intérieur. Et c'est ce qu'on essaie en permanence. En permanence, on essaie de faire, guérir notre honte en faisant. Moi, je sais que toutes mes parts sont pas guéries. Quand je vois encore en moi des tentatives de guérir en faisant. Et c'est ok, c'est un processus. Nos parts protectrices, elles nous permettent d'accomplir plein de choses. Et ça peut être épuisant. Il arrive un moment sur le chemin de guérison, le moment où on reconnecte à nos besoins profonds, à nos limites, où on veut commencer à faire les choses depuis un autre espace que, j'ai envie de dire, poussé aux fesses par nos parts protectrices. Qu'ils font en nous critiquant, en nous sommant de nous bouger, d'être encore meilleurs, etc. Le message ici, c'est qu'on ne peut pas guérir notre honte en faisant. John Bradshaw, il dit « J'étais plus un être humain, j'étais un faire humain ». Pour guérir notre honte, on a besoin d'arrêter de se cacher. On a besoin d'aller faire le travail avec les parts de nous. On a besoin de se laisser ressentir dans le corps, de trouver une communauté aussi où on va pouvoir expérimenter ce que c'est une communauté bienveillante, où on peut expérimenter ce que c'est de guérir en relation. C'est pour ça que mon programme Arise, il est en groupe, parce que le groupe, il a un immense pouvoir guérisseur. Il va nous activer aussi, il va nous guérir, il va nous activer aussi parfois, et il va nous permettre de voir où est-ce qu'il y a des blessures. Il va nous permettre de guérir en lien, dans la connexion dont on a tellement manqué, et c'est pour ça qu'on est là à faire ce travail. Plus j'avance sur ce chemin, plus je me rends compte de l'importance de la communauté. Les personnes qui veulent performer, qui veulent avancer vite, souvent, elles veulent pas travailler en groupe, elles veulent travailler que en individuel, comme dans le secret de la relation thérapeutique, faire les choses toutes seules dans leur coin. Or, pour guérir de la honte, il faut sortir du secret. C'est pour ça que les programmes comme les 12 étapes ont fait leur preuve. T'arrives et tu dis « Je m'appelle Camille, je suis addict à la nourriture, à l'alcool, à telle ou telle substance, etc. » Et on te souhaite la bienvenue et on te répond qu'on t'aime. C'est d'une puissance incroyable. Ça suffit pas toujours, parce que moi je crois profondément qu'il faut aussi faire le travail dans le corps, intentionnellement avec notre système nerveux, mais c'est déjà profondément guérisseur d'être vu, d'être accepté, de s'exposer et qu'il n'y ait que de l'accueil, de la compréhension, de la résonance, de la compassion, de l'amour en retour. Waouh! Dans Arise, c'est ce qui se passe dans les séances de groupe. Rien que le groupe Facebook du programme, les partages, c'est hyper puissant de se voir les uns les autres et de se voir en les autres, de se voir en l'autre. Et puis si on va encore plus loin, si on va à la racine du mal, dirons-nous, la question c'est comment est-ce qu'on élève des êtres humains qui ne sont pas ancrés dans la honte toxique. John Bradshaw, il nous dit on crée des familles où le droit à l'erreur existe, où on peut être spontané, où on n'a pas besoin de marcher sur des œufs tout le temps, où nos besoins vont être remplis de manière prévisible, où il y a de l'espace, il y a du rire, où la connexion est synonyme de co-régulation. C'est ça qu'on veut créer. Et si on veut créer ça, on doit faire le travail avec notre propre honte toxique. On doit sortir du bois, on doit accepter de se montrer tel que l'on est, arrêter d'être dans l'empathie juste pour cacher notre propre vulnérabilité, accepter d'aller à la rencontre de notre système, de nos parts, de notre système nerveux avec curiosité, avec intention, avec engagement, et rester engagé, même si ça met des mois, même si ça met des années. Parce que le travail, il est long. Quand la honte, elle est tellement présente qu'on a le sentiment qu'elle est au cœur de qui on est. On le disait qu'elle est devenue notre identité, notre sentiment d'identité. Pour moi, c'était clairement le cas. Et c'est long. Et il y a plein d'avancées, de libération, de relâchement sur le chemin. Et j'aimerais terminer cet épisode sur les mots de Brené Brown, qui sont les derniers mots de l'introduction de son livre qui s'appelle « Dépasser la honte ».
Donc je vais vous les lire. Elle dit « On dit que la véritable liberté est de libérer autrui. Dans l'esprit de cette formidable définition, mon plus grand espoir est qu'au milieu de la honte, et malgré nos différences, nous parvenions à nous rapprocher les uns des autres pour raconter nos histoires et nous lier avec ceux qui ont besoin d'entendre « Tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. » Merci pour ton écoute. Merci d'être ici, merci pour ta confiance, pour ta fidélité si tu écoutes le podcast régulièrement. Merci d'être sur ce chemin, dans ce grand parcours de guérison qui est celui de la honte toxique, qui peut être long, qui est long et qui en vaut tellement la peine. Merci et à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.